27 for Life sur radio27.be. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans l'émission Caricature Média. Nous le savons, parfois le journalisme se joue des stéréotypes de notre société pour construire ses reportages. Et cela fonctionne forcément aussi pour les personnes en situation de pauvreté. Le journalisme a plutôt tendance à montrer une seule facette de la pauvreté, c'est-à-dire un pauvre monsieur destin fataliste. Le scénario qui attire le plus l'attention, voire la pitié, est donc celui qui fait le plus d'audience. Cette caricature de la pauvreté n'est pas une généralité dans le travail des journalistes, mais elle existe bel et bien. Il est donc important de s'interroger sur le pourquoi de cette diffusion massive de la vision stéréotypée de la personne pauvre et sur comment on pourrait contrer cette seule vision ou presque. Pour en discuter aujourd'hui, nous recevons deux invités. Tout d'abord Isabelle Franck, directrice de Vivre Ensemble. Bonjour Isabelle. Bonjour. Association donc, du coup Vivre Ensemble qui lutte contre l'exclusion sociale. Et Arnaud Grégoire, producteur chez Sens Productions. Bonjour Arnaud. Bonjour. Qui nous rejoindra tout à l'heure avec Stéphane. Alors Isabelle Franck, je vais résumer en quelques lignes pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de l'analyse Médias et pauvreté pour le meilleur et pour le pire, une analyse qui dénonce les raccourcis journalistiques employés par certains médias quand il s'agit de parler de la pauvreté. Vous mettez aussi en avant un désintérêt des téléspectateurs, classe favorisée, pour la pauvreté et le manque d'investissement des chaînes publiques en termes d'éducation permanente. Heureusement, tout n'est pas tout noir puisque vous présentez aussi des initiatives de médias locaux et d'associations pour parler de la pauvreté autrement. Alors du coup, Isabelle, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première question. Alors dans votre analyse, vous mettez vraiment en avant un désintérêt général, finalement, des téléspectateurs pour les sujets concernant la pauvreté. Est-ce que c'est pas paradoxal par rapport au succès public que rencontrent des actions ponctuelles comme Viva for Life ? C'est-à-dire que s'intéresser à la pauvreté, ça demande d'aller plus loin justement que l'image qu'on en donne ici à Viva for Life, c'est-à-dire les pauvres enfants qu'on va aider, donner de l'argent et ça va sortir les enfants de la pauvreté. Ça demande déjà d'affronter l'idée que ça pourrait nous arriver aussi, que c'est pas seulement le pauvre qu'on voit à la télé, mais c'est aussi la personne, peut-être le voisin, la voisine, dont on ne voit pas qu'il est pauvre. C'est aussi le mendiant dans la rue qui nous rappelle que la pauvreté est bien présente dans notre société. Et de fait, il faut aussi faire un effort d'analyse, d'aller au-delà de, justement, comme vous le disiez, du pas de chance, du parcours personnel, et pouvoir se rendre compte que la pauvreté, c'est une maladie de la société, en fait, qui a des causes politiques et qui pourrait avoir des solutions politiques aussi. Okay, ben justement, en parlant de solutions politiques, est-ce que finalement le problème aussi dans le journalisme n'est pas qu'on n'ait accès que sur un seul cliché, mais que finalement il ne parle pas sur le bon angle, c'est-à-dire de parler des réelles, des réelles causes politiques qui ont fait qu'aujourd'hui encore, en 2018, on a des SDF qui dorment dehors. Voilà, quand on présente un parcours individuel, un portrait d'une personne qui vit dans la pauvreté, on le présente, comme je le disais tout à l'heure, comme quelque chose, un accident de la vie, il a perdu son emploi, il a divorcé, il a perdu son logement. Mais un État démocratique doit mettre en place des garde-fous, des barrières pour que ces personnes ne tombent pas dans la pauvreté. C'est la sécurité sociale, ce sont les services publics, c'est une fiscalité juste qui permet de redistribuer les richesses de façon équitable. Et tout ça n'est pas mis en question en général par les médias parce que ça met en question des choses beaucoup plus structurelles et beaucoup plus peut-être difficiles à comprendre et beaucoup plus difficiles à résoudre aussi que simplement donner un peu d'argent pour aider un pauvre. Est-ce que ce sont les soucis que rencontre le monde journalistique en ce moment, que ce soit en termes de moyens humains, en moyens financiers? Est-ce que cela justifie le fait que cet angle ne soit pas abordé ou est-ce qu'il y a d'autres choses à peut-être mettre en avant aujourd'hui? Mais ça influence certainement. On sait bien que beaucoup de journalistes, d'abord, sont licenciés, que les équipes journalistiques dans les journaux sont réduites. Et que donc les journalistes qui restent se basent souvent uniquement sur des dépêches d'agence pour informer la population. Ils ont assez peu l'occasion d'aller sur le terrain, de faire du journalisme d'investigation. Et donc ça réduit fortement la dimension analyse de l'information. Il y a aussi le fait que les journalistes, souvent, ce sont des gens qui ont fait des études supérieures, donc ils sont généralement issus de la classe moyenne supérieure et qui n'ont pas d'emblée nécessairement la sensibilité, la connaissance des situations de précarité et des enjeux qui y sont liés. Est-ce que toutes les raisons que vous venez d'expliquer justifient aussi le fait que le service public ne remplisse pas forcément ses missions d'éducation permanente ? Le service public, il est, comme les médias privés, finalement, dépendant de l'audience, de l'audimat, dépendant des rentrées publicitaires. Et donc, il doit faire du spectacle pour avoir de l'audience. Et donc, aller au fond des choses, prendre le temps de creuser, d'analyser, ça se fait encore peut-être plus en radio qu'en télévision, parfois en télévision aussi. Mais c'est de plus en plus rare, en effet. Et puis, il y a aussi le fait que beaucoup de
de journaux sont présents, enfin la plupart des journaux sont présents sur les réseaux sociaux. Et donc là, c'est de l'information qui défile en continu, ce sont des dépêches. Parfois, il y a aussi un lien vers un article un peu plus développé, mais alors c'est payant et donc la majorité n'y a pas accès. Et donc toute cette rapidité de l'information fait aussi qu'on n'a pas le temps, l'occasion, même plus l'envie. Quand on est sur les médias sociaux, on va très très vite, on n'a pas envie de passer un quart d'heure à lire un article. Et donc tout ça fait qu'on fait de l'information rapide, du cliché, du tape à l'œil et qu'on n'a plus le temps d'aller dans l'analyse, dans le fond des choses. En parlant de clichés, du coup, souvent dans les journaux, on parle du coup du portrait du monsieur un peu décrépit, qui fait la manche, alors qu'aujourd'hui, l'un des réels visages de la pauvreté, c'est la femme qui gère une famille monoparentale et qui peine à joindre les deux bouts. Mais est-ce que finalement, si à un moment donné, les journaux se tournent vers ce portrait-là, comme de toute manière, ils sont quand même tenus à raconter une histoire, parce que finalement, on parle de récits dans les reportages, est-ce qu'en présentant cette femme qui gère une famille monoparentale, est-ce qu'on ne risque pas finalement de développer de nouveaux clichés ? Est-ce que les clichés ne sont-ils pas inévitables ? Mais raconter l'histoire de quelqu'un, c'est pas nécessairement négatif, parce que ça permet justement de se rendre compte que ça peut être une personne qui est pas si éloignée de soi. Et même des opérations comme Viva for Life, ça existe dans d'autres pays, mais différemment. Dans l'analyse, je cite une opération au Québec qui s'appelle la Grande Guignolée des médias. Je sais pas ce que ça veut dire guignoler en québécois, mais voilà. Et donc c'est une opération de solidarité comme ça. Mais en 2014, je pense, ils avaient publié leur spot pour annoncer cette action. C'était pas un pauvre enfant qui n'a pas à manger pour aller à l'école. On voyait en quelques minutes, enfin en une minute, on voyait le parcours d'une femme qui est licenciée, qui doit déménager, qui se retrouve à devoir vider les poches pour finir le mois, et on explique comment elle se retrouve dans la file du Resto du Cœur ou de la banque alimentaire. Et donc là, on voit que c'est une question de société plus qu'une question individuelle. Donc il y a moyen, mais c'est vrai que chez nous, c'est assez rare. Alors du coup, je vais rebondir là-dessus parce que vous me parlez de Viva for Life. Vous dites aussi dans votre analyse, je cite, l'idée que la pauvreté d'un bébé n'est pas une maladie congénitale, mais bien une maladie de la société, tout à fait curable du reste, est peut-être un message trop complexe à faire passer dans le cadre tape à l'œil et racoleur de Viva for Life. Alors je pense que j'aimerais un développement et les auditeurs aussi. Mais forcément, si un enfant est pauvre, c'est parce que ses parents sont pauvres, c'est pas la fatalité, c'est peut-être une suite de circonstances et une suite de manque de la part du monde politique qui n'a pas mis en place les choses qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Quand on sait par exemple que plusieurs, je ne sais pas combien c'est la majorité ou pas, mais plusieurs des allocations sociales sont sous le seuil de pauvreté, ça veut dire que l'État maintient sciemment toute une partie de la population en dessous du seuil de pauvreté, donc dans des conditions de vie indignes. C'est là-dessus qu'il faudrait insister plutôt que sur « Oh mon Dieu, le pauvre enfant ». Il faut vraiment aller vers les solutions et Viva for Life ne le fait pas du tout. Viva for Life a le mérite quand même d'expliquer que la pauvreté est multifactorielle et qu'il y a différents aspects, la culture, etc. Mais chaque fois, ça se termine par donner de l'argent et pas réfléchissez, informez-vous et réfléchissez avant de voter, par exemple. Alors, vous venez de dire à l'instant, du coup, que les politiques maintiennent volontairement certaines personnes en dessous du seuil de pauvreté. Quel est l'intérêt, du coup, de telles actions ? J'ai pas dit volontairement, j'ai dit sciemment. Oui. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement une mauvaise intention, mais de fait, c'est la situation. Alors, je ne sais pas. Quand on a entendu la ministre, la secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté, Zoual Demir, dire on ne va pas promettre l'impossible, on n'arrivera pas sous ce gouvernement à amener les allocations au niveau du seuil de pauvreté. C'est quand même fou que dans une démocratie, dans un État moderne et riche comme le nôtre, on fasse miroiter le seuil de pauvreté comme quelque chose d'impossible. Donc il y a clairement un manque de volonté politique. Il n'y a peut-être pas de la mauvaise volonté, mais il y a un manque de volonté politique parce que l'argent, il y en a, et par une fiscalité juste et plus progressive, on pourrait tout à fait dégager les fonds qu'il faut pour ça. Et avec le départ de Charles Michel qui a été annoncé hier, est-ce que vous vous attendez à un mieux ? On ne sait pas, si le gouvernement continue en affaire courantes jusqu'aux élections, on verra, mais vu ce qui se passe du côté flamand, on peut quand même craindre aussi que la droite radicale ne fasse encore des dégâts au nord du pays. Et donc voilà, on va voir dans les jours qui viennent comment ça se développe, mais c'est difficile à dire maintenant. Alors, on a une question de Patrick sur notre chat qui dit « Alors, en tant que média, comment résister face aux contraintes capitalistes ? Il faut vendre les journaux, ouvrir les cerveaux à la publicité pour garantir l'existence de la presse. »
Oui, c'est un peu le piège. Tous les médias la plupart des grands médias sont pris par ce piège de la publicité, de l'audimat. On voit se développer fort un journalisme d'investigation dans des journaux, des médias, qu'ils soient sur Internet ou sur papier, comme Médor ou Wilfried aussi. Il y a Mediapart, il y a Reporter. Il y a un tas de médias qui existent, qui vivent sans publicité grâce à la contribution des lecteurs, des spectateurs sur Internet. Et donc c'est par là qu'il faut se tourner, mais il faut le chercher. Il ne faut pas se contenter d'attendre que l'information vienne à soi, il faut aller la chercher. Voilà, merci Isabelle Franck pour ce premier éclairage sur la question du traitement de la pauvreté dans les médias. Dans un instant, je recevrai Arnaud Grégoire, coordinateur éditorial de Pauvrophobie, mais avant tout, une pause musicale. Bonjour Arnaud Grégoire. Bonjour. Voilà, vous êtes journaliste et producteur, présentement le coordinateur éditorial du projet Pauvrophobie, on y reviendra dans quelques instants. Mais parlons d'abord de vous. Votre carrière de journaliste commence à la fin des années 90. Vous êtes associé à la création du premier site internet belge d'un quotidien de la presse écrite, celui à l'époque de Vers l'avenir. Ensuite, vous développez celui du journal économique L'Écho. Vous êtes à la base du premier web documentaire sur le concept de bonheur national brut, le premier projet journalistique intégrant plusieurs médias différents, presse écrite, radio, documentaire, autour de la figure mythique du prince charmant. Et vous voilà aujourd'hui dans une nouvelle figure de style, à la coordination éditoriale d'un projet extrêmement ambitieux intitulé Pauvrophobie. Alors, la question, au vu de cet itinéraire de journaliste gâté, on va dire ça, quel pourrait être le fil rouge de votre carrière ? Avec vous, il semblerait que le journalisme doit tout le temps se réinventer. Quels seraient pour vous les nouveaux défis du journalisme ? Alors peut-être sur le fil rouge d'abord, il est clairement socio-économique. J'ai toujours été très interpellé par les enjeux socio-économiques de notre société. Je pense qu'aujourd'hui, comment dirais-je, notre guerre à nous, elle est là, c'est là qu'il faut être sur le terrain. Et les nouveaux médias sont vraiment le vecteur médiatique pour toucher un public plus large que les médias conventionnels. Alors, Pauvrophobie, allons-y, c'est un nouveau mot qui a 2 ans à peine, proposé en France par ATD Quart Monde dans la foulée de travaux parlementaires veillant à éliminer la discrimination sociale. Pauvrophobie, c'est à la pauvreté ce que le racisme est au peuple, l'homophobie à la diversité sexuelle ou le machisme face à la condition de la femme. La pauvrophobie, c'est un ensemble de préjugés qui mènent à des stéréotypes qui débouchent sur de la discrimination, du rejet, voire donc de la phobie vis-à-vis des personnes en précarité. En Belgique, prolongeant le travail d'ATD Quart Monde, le Forum bruxellois contre les inégalités lance alors une grande campagne de sensibilisation qui va se clôturer par la diffusion dans quelques jours d'un documentaire de 52 minutes. Ça se passera à partir du 27 décembre sur les antennes de BX1, la télévision régionale de Bruxelles. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'est ce travail de pauvrophobie, je vous propose d'écouter un extrait. Pourquoi vous le recherchez, ce Roberto ? Ricardo Roberto, de toute façon, on n'est même pas sûr que ce soit son vrai prénom. Tu penses ? Si ça se trouve, c'est un romanichel avec un nom imprononçable, inconnu au bataillon. Ils sont un peu dissimulateurs, ces gens-là. Ils ne sont pas une arnaque près. Ah bon ? Il est belge ? Vous êtes sûr ? Peu importe, belge ou pas. Pourquoi vous le recherchez, ce SDF ? C'est gentil de vouloir aider. Moi aussi, j'aurais voulu, mais ce n'est pas si simple. Voilà, ce sont des épisodes qui donnent tout de suite, et ici vous voyez tout de suite le ton qui est donné, c'est difficile de battre le record du nombre de phrases clichés par épisode, c'est assez édifiant. Mais à la fin de chaque épisode, une phrase choc est décodée. Par exemple, quand Bernard le banquier nous dit « du boulot, il y en a, si on prend la peine d'en chercher », on nous explique qu'à Bruxelles, il n'y a qu'un seul emploi disponible pour 7 personnes, et en Wallonie, c'est à peine 1 pour 10. Vous l'aurez compris, pour chaque cliché, il y a un contre-pied chiffré qui offre un autre regard sur la pauvreté. Alors, Monsieur Grégoire, cher Arnaud, nous avons entendu quelques instants la discussion entre Aurélie et Madame Isabelle Franck. Avez-vous également le sentiment que le journalisme belge est coupable de raccourcis, voire participe, sciemment, consciemment ou inconsciemment, au développement d'une certaine forme de pauvrophobie ? La question est très vaste, évidemment. Par rapport à tout ce qui a été dit et sur la caricature faite par les médias de la pauvreté, je dirais plusieurs choses. D'abord, une première chose qui m'interpelle, c'est que forcément, si à un moment on veut toucher les gens, le public, le grand public, on doit en passer par des formules, par des capsules vidéo très courtes, par des messages très courts qui interpellent. Et donc, je crains que forcément, à un moment ou l'autre, on risque d'être caricatural.
voilà, est-ce que c'est un passage obligé ou non pour toucher le grand public? Pour moi, ça reste une vraie question. Après, l'objectif, c'est bien sûr, après avoir accroché le lecteur, le téléspectateur, etc., l'objectif est bien sûr de lui donner envie d'aller voir plus loin et de s'informer et d'aller vers l'analyse. Voilà. Beaucoup d'autres choses ont été dites là, tout à l'heure par Isabelle Franck. Je relève en vrac, par exemple, que les étudiants en journalisme viennent de milieux plutôt aisés et ne soient peut-être pas trop intéressés par le sujet. Pour avoir donné cours plusieurs années aux futurs journalistes à l'ULB, je peux vous dire que le sujet qui revenait en début d'année systématiquement que les journalistes voulaient traiter, les futurs journalistes voulaient traiter, c'est la mendicité dans le métro, par exemple. Ça, c'est le grand classique. Donc, je pense vraiment qu'il y a un intérêt. Alors, sur le désintérêt, oui, alors ça c'est vraiment la pauvrophobie telle qu'on la vit aujourd'hui, le désintérêt du public par rapport à ce sujet, c'est peut-être la peur de la pauvreté, évidemment. On n'a pas envie d'entendre parler de ça, on en a peur, on n'a pas envie d'être confronté à cette réalité, donc ça c'est assez évident. En même temps, je pense que le vrai sujet, c'est peut-être pas tellement la pauvreté, mais c'est forcément, comme vous le disiez aussi, toutes les politiques qui sont derrière, donc la pauvreté est un symptôme plus que vraiment le sujet, donc c'est ça qu'il faut vraiment aller traiter. Et un journaliste qui fera correctement son boulot, je pense, parviendra toujours à trouver un angle qui va faire que son sujet sera intéressant et qu'il accrochera le public. Alors, comment monte-t-on un projet tel que Pauvrophobie? Comment décide-t-on de construire un tel projet? Et comment s'est passée l'interaction avec les associations qui, elles aussi, peuvent nourrir un certain nombre de préjugés par rapport aux médias? Alors, sur la première question, donc la manière de fabriquer un projet de ce type-là, donc le Forum Bruxelles contre les inégalités m'a contacté, puisque j'avais déjà réalisé plusieurs documentaires de ce type-là. Et puis ensemble, on a réfléchi à la meilleure façon de parler de ce sujet et de le financer. Puis on a pris nos bâtons de pèlerin, on a été chercher du financement à la fois dans des fondations privées, auprès du public, etc. Et on a monté ce projet comme un docu-fiction, donc c'est-à-dire il y a des capsules de fiction, vous avez entendu un extrait, important pour mettre dans la bouche de personnages réels, mais voilà, de mettre ces clichés dans la bouche de personnages qui existent, qu'on connaît tous. Et puis la partie documentaire, donc journalistique, investigation, qui a aussi été réalisée dans la foulée. Et alors, il y avait un deuxième aspect à la question. Oui, comment collaborez-vous avec des associations qui parfois peuvent être refroidies? Oui, alors, la relation, je trouve, de l'associatif par rapport aux médias est un peu une relation d'amour-haine. J'ai travaillé donc comme journaliste plusieurs années à l'agence Alter aussi, donc je connais quand même un peu le milieu associatif. Et je me demande dans quelle mesure l'associatif est toujours bien OK de laisser la parole, de laisser les médias s'emparer de ces sujets-là. Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu dépossédés de son discours? Alors, on dit que le journalisme d'aujourd'hui manque de temps, d'argent, de main-d'œuvre, il perd de son pouvoir d'investigation, qu'il est facilement sacrifié sur l'autel de l'audience et de l'immédiateté. Est-ce que finalement le journalisme ne devient pas-il pauvre lui-même? C'est évident, oui. Quand on voit dans les rédactions, en dehors des quelques salariés, la manière dont sont traités les journalistes pigistes, c'est une catastrophe. Ce sont des piges payer des cacahuètes pour des journées de travail, déplacements compris, etc. Enfin, c'est catastrophique. Donc oui, forcément, le contexte journalistique il est très compliqué aujourd'hui. Ceci dit, il y a quand même, enfin, le paysage médiatique n'est pas monolithique. Il n'y a pas que les grands médias conventionnels qui effectivement agissent de cette façon. Il y a beaucoup d'initiatives plus locales, voilà, on parlait de Médor tout à l'heure, les TV locales font un super boulot. Enfin voilà, donc il y a quand même moyen de faire du journalisme d'investigation, d'être entrepreneur journalistiquement et de produire de bonnes choses. Alors, dans les fonctions, dans les métiers, dans les figures qui peuplent notre société, le journaliste n'est pas toujours bien vu. Il est parfois juste en dessous ou juste au-dessus des politiques. Alors finalement, seriez-vous partant pour une grande opération sur le thème de la médiaphobie ? Je pense qu'elle aurait du sens, d'autant plus aujourd'hui où on a vu très clairement la population jeter l'anathème sur les journalistes, les gilets jaunes. Voilà, oui, ça aurait vraiment du sens. Ça, c'est certain.
Ok, bah du coup, l'émission touche à sa fin, je vais y arriver. Merci Isabelle Franck et Arnaud d'avoir été avec nous. On rappelle que l'analyse médias et pauvreté pour le meilleur et pour le pire est disponible sur le site du Vivre Ensemble et que vous pouvez suivre la série Pauvrophobie sur BX1 et sur les télévisions locales wallonnes. Elle est aussi disponible sur le site pauvrophobie.be où vous retrouverez d'autres informations sur la réalité de la pauvreté. Et merci à vous auditeurs de nous avoir suivis et on donne le mot de la fin à Annabelle. Certains médias diffusent, parfois inconsciemment, une vision stéréotypée de la pauvreté. Si une autre image de la pauvreté est possible, encore faut-il que les journalistes aient l'opportunité de travailler dans des conditions confortables, avec plus de temps, plus de moyens humains, pour avoir suffisamment le temps justement de prendre la température sur le terrain. Plus que le SDF faisant la manche dans la rue, le portrait robot de la personne pauvre se rapproche de nos jours davantage de la femme seule avec enfants et qui peine au quotidien à joindre les deux bouts. Avec son opération Viva for Life, l'RTBF passe à côté de sa mission en éducation permanente, qui devrait pourtant faire partie de son ADN. Parce que la pauvreté est une maladie qui exige des solutions politique, il est urgent de revenir à un journalisme de qualité, tel que le font des supports comme Médor ou Wilfried. Non, la pauvreté n'est pas un gros mot, et le phénomène mérite mieux comme traitement médiatique que l'installation d'un cube en verre dans lequel sont enfermés pendant quelques jours des animateurs vedettes.